que, à vos yeux, c'est de l'affichage politique, une façon de dire, bon, regardez, on est très préoccupé par la situation qui est très grave, ou est-ce qu'on peut finalement, en quelques heures, renforcer la sécurité des services numériques de l'État ? Pour être très honnête et par rapport à ce qu'on en connaît, il existe déjà des cellules de crise. On sait très bien que l'ANSSI, l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, est tout le temps présente. Elle est au cordeau face aux cyberattaques. Là, il y a une posture aussi politique pour dire publiquement, officiellement, regardez, on travaille. Et on le sait depuis le mois de juin. C'est même le pirate qui en a parlé dans sa petite annonce, où il explique qu'il avait été repéré et rejeté justement par le ministère des Finances, parce qu'il avait été repéré au moment, il y a de cette visite, clairement malveillante. Donc cette cellule de crise est importante parce que ça montre aussi que tout le monde travaille ensemble. C'est le principe, combattre la cybercriminalité, ça ne se fait pas tout seul. Alors précisément, que compte faire le gouvernement désormais ? Écoutez le ministre des Comptes publics, David Amiel. Il faut qu'on élève notre niveau de protection. Et à l'évidence, il y a des failles. C'est la raison pour laquelle, au-delà de la réponse de court terme, on aura évidemment un audit qui sera fait pour comprendre précisément, techniquement, ce qui s'est passé. Et cet audit sera évidemment transmis aux députés et aux sénateurs, membres des commissions des finances. C'est extrêmement important de faire la transparence totale pour évidemment en tirer toutes les conséquences. Bon, Damien Bancal, on a quand même l'impression qu'on sait globalement ce qui s'est passé, c'est-à-dire qu'un pirate a pu entrer sur le compte d'un des agents. La solution, ça peut être quoi ? Ça peut être de limiter les accès des agents, qu'un agent ne puisse pas peut-être avoir accès aux données de tous les contribuables, ça peut être géographique, enfin, c'est peut-être une question d'organisation. Oui, mais dans tous les cas, la cybersécurité, surtout à ce niveau-là, c'est de l'organisation. C'est effectivement une excellente idée de ne pas permettre à un employé, quel qu'il soit, d'accéder à l'intégralité des informations de son entreprise, et de la formation, de l'éducation. Vous savez, si un pirate informatique a réussi à usurper l'identité d'un employé, c'est que cet employé, quelque part, a fait une erreur, volontaire ou involontaire. Donc du coup, ça se travaille, ça se réfléchit ensemble, c'est de la formation, c'est de l'éducation. Et puis surtout, c'est montrer où est le mal. Voilà, ça peut se passer sous votre fauteuil. Il faut clairement arrêter de penser que ça n'arrive qu'aux autres et que moi, je n'aurai strictement rien parce que j'ai eu une formation d'une journée et que je pense maîtriser l'assaillant. Avec vous, ils ont 77 ans, ils sont prêts à tout en fait. Merci à vous, Damien Bancal, journaliste spécialiste de la cyberintelligence et fondateur du blog zataz.com. Vous écoutez France Info, il est 9h51, il fait 20 degrés à Quiberon, où vous nous écoutez sur la fréquence 90.9. Et voici à présent Claire Sergent, Camille Vigol-Lecoit et Julie Vialon, l'économie, la politique, l'œil de Julie. Bonjour à toutes les trois. Bonjour. Ils étaient verts, les voilà transparents malgré cet été infernal. Pourquoi les écolos ont du mal à exister? C'est votre édito politique. Camille, dans l'œil de Julie, de petites vidéos très courtes qui défilent sur le téléphone. Petite révolution pour YouTube, on voit ça dans 5 minutes. Mais d'abord, l'économie, Claire, pas touche aux retraités. Le gouvernement envisage de mettre à contribution les plus aisés d'entre eux. Hors de question, répond d'ores et déjà une grande partie de la classe politique. Oui, côté RN, Edwige Diaz, invité de France Info vendredi, accuse le gouvernement de vouloir pénaliser ceux qui ont travaillé. Hier, c'est au tour de Thierry Breton. Il ne faut pas toucher aux retraités, affirme l'ancien ministre de l'économie. La piste à l'étude pour le gouvernement, geler ou indexer à un niveau inférieur à l'inflation les pensions de retraite les plus élevées. À partir de quel stade le seuil des 3 000 € a été évoqué avant les vacances, notamment par Serge Papin, ministre des PME. Mais une source à Bercy me confie que pour réaliser des économies, il faudrait aller bien au-delà. Objectif d'une telle mesure, plus de 6 milliards d'euros d'économies. Mais une désindexation, ce n'est pas la première fois que ça arriverait. Ces 5 dernières années, les retraités n'y étaient plus habitués. Il y a eu 6 revalorisations successives. Mais auparavant, quand François Hollande était président, puis au début du premier quinquennat d'Emmanuel Macron, jusqu'en 2020, les pensions de retraite étaient soit sous-indexées, soit gelées. Bon, donc ça c'est une mesure qu'on a compris qui n'est pas très défendue par les politiques. La musique n'est pas tout à fait la même si on regarde du côté des économistes. Non, il rappelle qu'en 7 ans, les dépenses de retraite ont augmenté de 30%, soit 96 milliards d'euros par an. Pour Erwan Tison, directeur des études de l'Institut des entreprises, ne pas voir que le dérapage des finances publiques est lié à cette hausse non financée relève de la cécité économique ou du petit calcul politique. Et surtout, ce que beaucoup pointent du doigt, y compris des économistes de gauche comme Gérard Raveau, c'est que le taux d'épargne en France n'a jamais été aussi élevé. Les 2/3 de cette épargne viennent des retraités. Et les récentes revalorisations, elles sont venues augmenter l'épargne des retraités les plus aisés. Je rappelle que 10% des retraités touchent plus de 4 000 € de pension par mois selon l'Observatoire des inégalités. Sauf que dans cette équation, comment protéger les petites retraites? Et il y en a. Oui, là, c'est toute la difficulté. On ne peut pas mener de politique sociale différenciée.
Le Conseil constitutionnel risque de retoquer une telle mesure. C'est ce qui s'est passé pour la taxe d'habitation. On ne pouvait pas imposer uniquement les plus riches. Et puis il y a un autre problème que soulèvent les économistes. Les pensions ne représentent pas forcément le niveau de vie. Il y a tous les revenus complémentaires, comme les loyers. Plus de 70% des retraités sont propriétaires, certains multipropriétaires. La solution serait de supprimer l'abattement de 10% dont ils bénéficient, qui concerne surtout les revenus au-delà de 2 000 € par mois. Mais cette piste n'a pas réussi à François Bayrou, éphémère Premier ministre. Effectivement, on verra si ça réussira à Sébastien Lecornu. Ça risque en tout cas d'être un sujet de la campagne présidentielle, Camille, assurément. Tout à fait, Adrien. En tout cas, il y a l'écologie aussi, qui est un sujet du moment, paradoxe d'ailleurs, qui est celui de l'écologie politique. Oui, Adrien, après l'été caniculaire, les méga-feux meurtriers, la sécheresse qui crame les cultures, amaigrit les animaux, tout devrait sur le papier rendre plus audibles les écolos. Il faut le dire, ils ont les premiers alertés sur les dangers du réchauffement climatique, souvent dans l'indifférence, parfois sous les moqueries. Pourtant, personne ne les crédite d'avoir eu raison avant les autres, quand bien même une partie de la classe politique semble découvrir ce que les rapports du GIEC, les scientifiques, annoncent depuis des années, comme si en France, le parti était condamné à jouer les Cassandres. Au Parlement européen, pourtant, les Verts ont su participer à des coalitions, trouver des compromis pour aboutir à des textes aujourd'hui menacés, parfois détricotés comme le Pacte vert. Un ambitieux paquet législatif qui vise à limiter les émissions de gaz à effet de serre et donc le réchauffement climatique. En France, pourtant, c'est quand ils jouent les casques bleus de la gauche qu'ils sont paradoxalement plus audibles, pas quand il est question d'éteindre l'incendie climatique. Et donc jouer les casques bleus, c'est ce qu'a fait Marine Tondelier ce week-end. Oui, la patronne des écologistes a tendu la main à toute la gauche, de Jean-Luc Mélenchon à Raphaël Glucksmann. Dans une interview au journal La Tribune du dimanche, son but, l'union autour d'une unique candidature, seule façon selon elle d'échapper à, je la cite, la chronique d'une défaite annoncée. Pourtant, sur le papier, Marine Tondelier est elle-même candidate à la présidentielle, mais cet appel aux négociations ressemble furieusement à un premier pas vers un possible retrait en échange d'ajustements programmatiques et surtout d'un accord pour les législatives, comme en 2017 lorsque les écolos avaient soutenu Benoît Hamon. Mais donc là, le paradoxe, Adrien, un monde dans lequel l'urgence écologique n'a jamais été aussi forte, mais un espace politique où les écolos pourraient jouer les supplétifs de la gauche. Pour comprendre pourquoi ça coince politiquement, il faut lire ou relire le philosophe Dominique Bourg, qui a beaucoup écrit sur notre incapacité à sortir de ce qu'il appelle le piège de la croissance, sur notre amnésie collective devant les désastres en cours, ou les pièges du court-termisme démocratique, des éléments qui expliquent en partie l'échec de l'écologie politique, mais pas seulement. Dominique Bourg invite également le Parti écologiste à sortir des postures morales pour se concentrer sur les questions existentielles. Merci à vous Camille Vigogne-Lecoat. Et nous terminons avec l'œil de Julie. Vous nous parlez de YouTube ce matin, YouTube confronté au zapping de ses utilisateurs, un peu comme TikTok. En clair, des vidéos, Julie, qui accumulent les vues, mais qu'on regarde de moins en moins longtemps. Oui, selon une étude de Metricool, un outil en ligne qui analyse les réseaux sociaux, les vues des vidéos longues ont progressé de 76% et celles des shorts de 127%. Alors les shorts, ce sont les vidéos courtes de YouTube lancées en 2021. Non, c'est pas les longues vidéos. Ah non, c'est pas le vêtement non plus, Adrien, si c'est ça que vous vouliez dire. Les shorts, ce sont donc les vidéos courtes de YouTube, généralement regardées quand on fait défiler un fil de vidéos, en fait, comme sur TikTok. Et c'est vrai que les réseaux sociaux regorgent de tutoriels pour nous apprendre à faire des shorts. Comment je fais pour transformer 100 vidéos longues en format short, le tout en 5 minutes grâce à l'intelligence artificielle. Ok, donc premier jour du défi, je vous montre comment on utilise SendShort pour faire un short en moins de 5 minutes top chrono. Comme tu peux le voir juste ici, j'ai déjà commencé à générer environ 300 à 400 euros juste avec YouTube Short. Une grande partie des youtubeurs se lancent donc dans la création de ces shorts, en plus de leurs vidéos longues. Ça peut paraître assez étonnant, c'est vrai, parce que YouTube, c'est une plateforme qu'on apprécie pour ses longs formats, avec des vidéos qui peuvent durer 1 heure, voire 1h30 et plus. Mais aujourd'hui, on n'utilise plus vraiment YouTube de la même façon. Avant, on cherchait le titre d'une vidéo ou le nom d'un créateur en particulier. Maintenant, avec les shorts, on tombe facilement sur une vidéo qu'on n'avait pas cherchée au départ. On fait défiler, une vidéo apparaît, on regarde quelques secondes et on passe à la suivante. Résultat, les contenus peuvent être montrés à beaucoup plus de monde, mais ils sont aussi regardés moins longtemps en moyenne. Et donc on imagine que ça change quelque chose pour les créateurs. Alors plus de vues ne veut pas forcément dire plus de revenus. Si on quitte rapidement une vidéo, on a moins de chances de regarder les publicités qui permettent aux créateurs de gagner de l'argent. Les shorts servent donc surtout à être découverts. Les vidéos longues permettent de fidéliser une audience et de la monétiser. Et d'ailleurs, l'étude montre que les deux formats peuvent fonctionner ensemble. Les chaînes qui publient régulièrement des shorts obtiennent plus de
vues sur leurs vidéos longues. Bon, est-ce que ça veut dire que YouTube est en train de devenir finalement TikTok? Pas vraiment, parce que lorsqu'on aime vraiment un créateur, on continue à le chercher, à s'abonner, à regarder ses vidéos plus longues, mais le défi est devenu différent. Pour les créateurs, il ne suffit plus d'être vu, il faut réussir à transformer quelqu'un qui vous découvre en faisant défiler son écran en quelqu'un qui aura envie de revenir vous chercher. Bon, nous savons donc désormais tout sur les shorts. Voilà, Merci tout sur Anne. les shorts, demain les pantalons. Alors remarquez, il fera peut-être un petit peu plus frais. Voilà. Ceci dit, c'est la météo justement qui arrive dans quelques secondes. Restez avec nous. 80 hectares de forêt brûlée, 30 pompiers mobilisés, 15 cadavres d'animaux retrouvés, 5 personnes gravement intoxiquées. Un seul mégot. Oui, un seul mégot, jeté depuis la fenêtre d'une voiture, peut avoir des conséquences catastrophiques. Chaque année, 9 feux sur 10 sont d'origine humaine, notamment dus à des mégots jetés sur la voie publique. Alors sur la route aussi, jetez-les dans un contenant adapté. Plus d'infos sur monmégotuilfaut.fr. Pour arrêter de fumer, rendez-vous sur Tabac Info Service. Et les gars, quand vous étiez petits, vous les appeliez comment vos frères et sœurs? Pour ma sœur Justine, c'était Juju. Moi, mon frère, vu qu'il était tout petit, je l'appelais Microbe. Et toi? Moi, ma petite sœur, je l'appelais par téléphone, environ une fois par mois. Depuis 70 ans, la Fondation Village d'Enfance Ensemble, anciennement SOS Village d'Enfants, agit pour que les fratries confiées à la protection de l'enfance grandissent ensemble. Charity Sur fondationvep.org pour que frères et sœurs partagent la même enfance. France Info Météo, avec Préfond, le référent retraite, épargne et prévoyance des agents de la fonction publique. Plus de 60 ans d'expertise pour bâtir une retraite solide. Préfond.fr. Deux mots de météo, Sophie Bria, pour nous dire qu'il fait quand même un peu moins chaud aujourd'hui dans beaucoup de régions. De 21 à 31 sur les 3 quarts du pays, encore chaud en Méditerranée, de 30 à 37, voire 38 degrés, et 6 départements sont encore en vigilance orange canicule, des orages sur toute la façade est, une alternance de nuages et d'éclaircies sur le reste du pays, et quelques nuages sur la Bretagne. Merci à vous, Sophie Bria, et pour les 4 prochaines heures, nous avons le plaisir de retrouver Agathe Mahuet. Bonjour Agathe. Bonjour et merci Adrien Beck. Avec cette visite en Gironde du Premier ministre qui a débuté, quelle réponse Sébastien Lecornu apportera-t-il aux sinistrés après le méga-feu de juillet? Nous suivrons cela ensemble. Très bon début de journée à vous tous. France Info, il est 10h. France Info, 10h-14h, Agathe Mahuet.